Le journal avec Aminata Ndong. Qui vous dit bonjour. Je vous l'annonçais dans les titres, défilé des candidats à la RTS pour l'enregistrement des premières déclarations. Et nous sommes avec Fallou Ndong en direct à la radio-télévision sénégalaise. Fallou Ndong, bonjour. Bonjour Aminata Ndong. Que peut-on retenir pour le moment? Voilà, exactement, vous l'avez dit, Aminata Ndong, le défilé des candidats à la présidentielle a commencé ici à la RTS. À noter que M. Madické Niang est le premier à avoir fait son enregistrement pour le premier numéro du journal de la campagne. Et il faut dire que c'est un Madické Niang serein et confiant qui s'est présenté à la télévision nationale. Il estime que les Sénégalais vont adhérer massivement à son projet de société dénommé Jàmm ak Xéwal. A signalé que Maître Madické Niang a accusé un léger retard car convoqué à 9h, il est arrivé à 9h35 au Triangle Sud, accompagné de Mamadou Lamine Massaly, Salou Ndiaye et Ndella Madior Diouf, entre autres. Aminata Ndong retenait également qu'après Madické Niang, c'est au tour de Macky Sall. Le candidat à sa propre succession donc est arrivé à la RTS à 10h49 en compagnie entre autres du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et de son directeur de cabinet El Hadj Oumar Youm. Actuellement, le candidat Macky Sall est donc en train de faire son enregistrement. Certainement, il va finir d'une minute à l'autre. Aminata Ndong, juste après le candidat Macky Sall, ce sera au tour du candidat du PUR et ensuite, suivront les candidats Idrissa Seck et Ousmane Sonko l'après-midi. Aminata Ndong. Merci beaucoup, Fallou Ndong, qui suit pour nous les premières déclarations pour l'élection présidentielle du 24 février 2019. La suite du journal, nous parlons de la campagne électorale qui rime souvent avec violence. À quelques heures de l'ouverture de la campagne en vue de la présidentielle de février 2019, des citoyens redoutent la violence et invitent politiques et partisans à la responsabilité. Reportage signé à Diop. Campagne électorale, une période souvent émaillée de violence. Trouvé devant son domicile, Lamine, la quarantaine, pense que c'est aux citoyens sénégalais d'être matures et patriotes. Le pays nous appartient surtout. C'est à nous de décider, c'est pas aux politiciens de décider notre sort, de l'État, de ce qui se passe. Bien sûr, parce que c'est notre pays, c'est pas le pays du président Sall, ni de l'APR, ni de Khalifa Sall ou quelque chose. C'est pour les Sénégalais. Alors, il faut y réfléchir et voir ce qui se passe, parce que sinon, c'est nous dans nous. À quelques encablures de la place de la Nation, Ndastou tient son commerce. Pour elle, les Sénégalais doivent retenir les leçons du passé et ne pas verser dans la violence. Nous devons tous être conscients et nous ne devons pas accepter d'être manipulés par les politiciens. Le pays nous appartient, nous devons le préserver, notamment sa stabilité. Ce dimanche à minuit s'ouvre la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février 2019. Des citoyens plaident pour la non-violence lors de cette élection et invitent tous les Sénégalais à la responsabilité. Awa Diop, pour le respect des principes journalistiques de la presse en ligne lors de la couverture de la campagne électorale, l'association de la presse en ligne a organisé une rencontre en ce sens à Saly Portudal. Ibrahima Lissa Faye, président de l'APEL, l'association des professionnels de la presse en ligne, au micro de Alukan. Et comme nous le faisons chaque année à la veille d'une élection ou des élections, nous essayons un peu de renforcer la capacité de nos reporters pour une meilleure couverture, pour une meilleure prise en compte d'un certain nombre de problématiques liées à la pratique professionnelle. Et cette fois-ci, en fait, nous renforçons leur capacité sur médias, genre et élections. Et donc, parce que, en fait, dans les élections, très souvent, les leaders ne prennent pas en compte cet aspect genre-là. Ou bien, ils négligent, en fait, tout ce qui est participation des femmes en politique, mais aussi la mise en œuvre des instruments qui sont votés au niveau national et international dans leur politique de société. Et puis, marche du collectif des jeunes du C25 à Thiès. Ils veulent, disent-ils, avertir le chef de l'État Macky Sall qui, selon eux, veut faire un hold-up électoral. Toussaint Manga et ses camarades demandent ainsi à l'administration territoriale de soutenir le peuple. La correspondance de Isidore Alexandre Sen.
Le processus d'accaparement des suffrages des Sénégalais ne passera pas, averti Toussaint Manga, qui accuse le président sortant de vouloir faire du forcing. Les dispositions que Macky Sall est en train de prendre, aujourd'hui vous savez que le Conseil constitutionnel dit plus le droit. Il veut confisquer le pouvoir au lendemain des élections. Écoutez, il ne peut pas y avoir de premier tour au Sénégal, c'est impensable. Macky Sall lui-même n'a pas eu premier tour au niveau législatif, il a eu 49%. Et entre-temps, il a perdu beaucoup de voix. Raison pour laquelle, écoutez, s'il y a élection, je dis bien, il y aura un deuxième tour. Le secrétaire général de l'UJTL appelle toute la jeunesse à faire bloc derrière l'opposition. C'est l'avenir de la jeunesse, effectivement. Parce que, quel que soit le président qui sera là, ce qu'il mettra en place se verra réellement ressenti dans l'avenir. Raison pour laquelle c'est nous les jeunes, d'être au devant de la scène. C'est à nous les jeunes de refuser ce que Macky Sall veut faire, parce qu'en réalité, les leaders, les candidats, ils ne font qu'accompagner. Salih Ndiaye, coordinateur de la plateforme d'action pour la citoyenneté et la transparence des élections, invite l'administration à la neutralité. Nous demandons au préfet, au sous-préfet, au gouverneur, répartis dans les 45 départements du Sénégal, de jouer un jeu neutre, d'être aux côtés des populations et de jouer le rôle républicain. Comme le Sénégal le fut en 2000, comme le Sénégal a concédé cette situation en 2011, nous voulons avoir des élections en 2019, des élections accompagnées par le scrutin préfectoral d'une manière libre et transparente. Le C25 a tenu une marche pacifique encadrée par la police du lycée Malick Sy à la promenade de Thiessois. Toussaint Manga et compagnie ont dénoncé le comportement de Macky Sall face à l'élection à venir. Isidore Alexandre Sen, Thiès, iRadio. Et puis la limitation des candidats ne fait pas l'affaire des locataires de voitures à Mbour. Ces derniers sont peu optimistes quant aux revenus que la campagne va générer. Cependant, la location dépend du modèle de voiture. 50 000 francs CFA pour les véhicules 4x4. Mbour, la correspondance de Alukan. 4x4 fermé ou 4x4 coupé, 4x4 pick-up. C'est l'un des propriétaires de véhicules de location qui énumère les types d'automobiles prisés par les candidats en lice pour la présidentielle de 2019. Sen est assis sur un banc avec ses camarades dans le parking Bougainvier situé à Saly, le plus grand parking de la zone, vu le nombre important de véhicules de luxe qui s'y stationnent. Il confie que les commandes sont déjà passées. Cependant, avec la réduction du nombre de candidats, leur chiffre d'affaires a drastiquement baissé. Facile d'ailleurs de le constater avec ce lot de véhicules encore sur place. Aliou Carrère. Les élections passées, c'était plus de 15 ou 14 candidats. Cette année-ci, ils n'ont que 5 candidats. Ça a diminué un peu l'affluence. Il décrit la méthode avec laquelle les locataires de véhicules passent les commandes. Il y a des intermédiaires. Ils viennent ici pour rechercher les 4x4. Quand ils vont savoir que c'est le tel candidat, dès qu'ils arrivent là-bas. Alioune ignore l'identité des candidats qui sont séduits par les catégories de véhicules stationnés dans ce parking, mais son patron, chef de l'organisation de Bougainvier, en sait davantage. Ablaïan. Parti au pouvoir, L4x4 fermé avec L200 double cabine à 40 000 ou 50 000 par jour avec chauffeur. C'est nous qui payons le chauffeur. Les propriétaires de ces véhicules rencontrés au niveau de ce parking ont indiqué également que le choix des véhicules 4x4 et des pick-up s'explique par le fait que ces types de véhicules ont plus d'endurance. Aliou Kanbour, iRadio. À Kaolack, le torchon brûle entre le maire de Ndiafat et certains de ses camarades de parti. Ces derniers dénoncent le fait que le maire de la localité de cette commune ait monté le comité électoral de Benno Bokk Yakaar sans leur implication. Ils qualifient cette démarche de fractionniste visant à installer la division de l'APR dans cette commune. Écoutons à ce propos Mamadou Ahmad Diop, porte-parole du jour au micro de Ousmane Dema. Nous, responsables politiques, membres fondateurs de l'Alliance pour la République dans la commune de Ndiafat et tous les militants de l'Alliance pour la République sommes réunis ici à Koutal pour fustiger la démarche fractionniste et irresponsable adoptée par le maire de Ndiafat lors de la mise en place du comité électoral qui doit superviser toutes les étapes de l'élection présidentielle. En effet, au moment où le seul mot d'ordre du parti et de toute la coalition Benno Bokk Yakaar est le rappel de toutes les troupes, la mutualisation des énergies pour propulser le camarade Macky Sall à la présidence de la République. Au premier tour, le maire de Ndiafat a choisi de tenir systématiquement à l'écart ses propres camarades de parti à la réunion pour l'installation du comité électoral. On se demande vraiment pour quelle raison aucun de ces responsables qui, de décembre 2008 à février 2012, se sont battus avec leurs propres moyens pour installer ce parti naissant dans les 74 villages
que contre la commune de Ndiafat. Pour quelle raison dis-je? Elle a choisi de les tenir délibérément à l'écart en n'invitant aucun de ses responsables, ni par téléphone, ni par voie épistolaire. Pour rappel, le parti a été implanté à Ndiafat le 27 décembre 2008 par ces mêmes responsables. Après une rencontre avec Sitor Ndour, qui à l'époque était le directeur des structures de la paix. Personne ne vous connaissait à Ndiafat, Madame le maire. Pour rappel, le parti a gagné sous la direction de ses responsables que vous combattez sans raison toutes les élections. La coalition Macky 2012 avait remporté le premier tour de la présidentielle ici à Ndiafat devant de grandes coalitions telles que Benno Siggil Sénégal, Benno ak Tanor, la grande coalition Sopi. Nous avons tenté de joindre le maire de Ndiafat, mais sans succès, 12h13 à Kaolack. E-Radio, c'est partout au Sénégal. La suite du journal, nous parlons de tout à fait autre chose. Né en Californie, aux États-Unis, le coworking, un type d'organisation qui regroupe deux notions, un espace de travail partagé. Pour le cas du Sénégal, des startups et des entrepreneurs s'offrent les services du coworking. Quels sont les avantages pour les employeurs? Y a-t-il des inconvénients? Élément de réponse dans ce sujet signé Oumou Kalsoumba. Lancer son business nécessite des investissements en nature et en numéraire. Tout au début, les entrepreneurs sont confrontés à des difficultés. À cela s'ajoute le coût des locations exorbitant à Dakar. Les espaces de coworking, une solution d'après Neyande Cham, up manager d'un espace de coworking. Pour les structures actuellement, donc il y a un problème de la location, donc un peu exorbitant au Sénégal. Pour une structure qui vient de démarrer, il serait beaucoup plus avantageux pour qu'ils prennent un espace de travail partagé. C'est pas fini. Ces espaces de coworking permettent aux jeunes investisseurs de tisser de nouvelles relations professionnelles. Pouvoir avoir un réseau. L'espace de coworking, c'est non seulement pour travailler, mais pour aussi avoir des liens avec les autres structures. Des contraintes, les gérants des espaces de coworking en connaissent. Des fois, il nous arrive d'être confrontés à certaines startups, des gens qui viennent de démarrer, de ne pas pouvoir honorer. En France, le coworking s'étend aux zones rurales et périurbaines. Peut-on s'attendre à une telle évolution au Sénégal? Les acteurs plaident d'abord pour un accompagnement et une réglementation du coworking. Oumou Kalsoumba, parlons à présent du casse-tête des inondations au Sénégal. La géomatique aide beaucoup dans la gestion de la problématique en cartographiant les sites inondables. Un tel aperçu aide à la prise des bonnes décisions. C'est la conviction de l'expert en géomatique et spécialiste des risques de catastrophe. Malik Diagne est au micro d'Ousmane Gueye. C'est en 2005 qu'il y a eu les graves inondations. Après cet événement malheureux, la géomatique a permis de détecter les zones inondables et non inondables, ainsi que celles qui étaient inhabitables. Ce travail a été réalisé grâce à des photos aussi satellites. C'est ainsi qu'on a su finalement que les zones inondables étaient causées par les problèmes d'assainissement dans la capitale sénégalaise, mais aussi par l'occupation anarchique de la voie publique. Les habitations aussi constituent un problème, parce que beaucoup de personnes ont décidé dans les années 70 d'habiter dans les zones humides, donc inondables. Il s'y ajoute le problème d'assainissement qui est l'une des causes de ces inondations. La géomatique permet de savoir ce qui s'est passé et ses conséquences, mais c'est à la science de déterminer l'avenir. Les propos de Malik Diagne, traduits par Pape Ibrahim Ndiaye. Et puis, retenez que Malik Diagne, le directeur général de Géorisque, invité d'Ousmane Gueye demain dimanche dans E-Tech après les éditions de 12h et de 13h. L'actualité sur la 90.3, c'est aussi ce qui se passe hors de nos frontières. L'actualité internationale sur E-Radio. La page internationale signée Bokar Alpha Khan. Laurent Gbagbo peut se rendre en Belgique dès qu'il quittera la prison. Bruxelles a accepté hier d'accueillir l'ancien président ivoirien acquitté par la CPI de crimes contre l'humanité et libéré vendredi sous condition. Il devra par exemple se tenir à la disposition de la justice à tout moment. Laurent Gbagbo a de la famille en Belgique. Nadine Bamba, sa seconde épouse âgée de 47 ans, y vit avec le fils qu'ils ont eu. La CPI a également décidé la libération de Charles Blé Goudé, l'ex-chef du mouvement des jeunes patriotes. Sa destination finale n'est pas encore connue, mais dans tous les cas, ce ne sera pas la Côte d'Ivoire. Lors de l'audience de vendredi, l'accusation avait déclaré être prête à accepter la mise en liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à condition qu'il leur soit interdit de rentrer en Côte d'Ivoire.
Au Cameroun, le MRC de l'opposant Maurice Kamto annule les manifestations prévues aujourd'hui pour réclamer la libération de leurs dirigeants arrêtés depuis lundi soir. Le préfet de Yaoundé avait interdit les manifestations dans la capitale au motif de la préservation de l'ordre public. Maurice Kamto, principal opposant au Cameroun depuis la présidentielle d'octobre 2018, a été arrêté après une vague de manifestations non autorisées dans plusieurs villes du Cameroun. Depuis l'annonce des résultats de la présidentielle fin octobre, le MRC conteste la victoire de Paul Biya et proteste contre ce qu'il qualifie de hold-up électoral. Maurice Kamto, avocat, ancien ministre de la Justice et ex-candidat du MRC, est arrivé deuxième avec 14,23% des suffrages, derrière Paul Biya, réélu pour un 7e mandat consécutif avec 71,2% des voix selon les résultats du Conseil constitutionnel. Les ressortissants nigérians vivant à Londres sont en colère contre leur gouvernement. Ils ont manifesté vendredi contre la suspension du magistrat Walter Onogen du poste de président de la Cour suprême. Étudiants, hommes d'affaires et artistes réunis au sein d'un collectif dit des Nigérians concernés, ils ont tenu à exprimer leur solidarité avec le magistrat Walter Onogen. Le 25 janvier dernier, un décret présidentiel suspendait le juge de son poste de président de la Cour suprême du Nigeria. Si la présidence de la République avait mis en avant la non-déclaration par Onogen de ses avoirs, la décision passe mal à la gorge des Nigérians résidant en Grande-Bretagne. Paul Kagame a été élu nouveau président de la communauté régionale de l'Afrique de l'Est. Le chef de l'État rwandais succède à son homologue ougandais Yoweri Museveni. L'élection a eu lieu lors du 20e sommet des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est qui s'est tenu hier à Arusha en Tanzanie. Paul Kagame, qui devrait céder sous peu la présidence de l'Union africaine à l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi, succède ainsi à l'Ougandais Yoweri Museveni. La police capverdienne a saisi jeudi soir une quantité record de 9,5 tonnes de cocaïne au port de Praia sur un navire battant pavillon panaméen. La drogue était dissimulée dans 260 colis à l'intérieur du navire. Il s'agit de la plus importante saisie de drogue officiellement réalisée dans l'archipel. Les 11 membres d'équipage du bateau, tous de nationalité russe, ont été arrêtés et remis aux autorités judiciaires. Le journal des sports de e-Radio. À 12h19, c'est parti pour l'actualité sportive. Pape Malik, bonjour. Bonjour Aminata. Et nous démarrons par la CAN U20, coup d'envoi de la compétition ce samedi avec le pays organisateur, le Niger. Le Sénégal entre en lice demain dimanche. Effectivement, la CAN U20 démarre ce samedi après-midi au Niger avec la rencontre entre le pays organisateur et l'Afrique du Sud. Finaliste des deux dernières éditions, en l'occurrence en 2015 et en 2017, le Sénégal entre en lice ce dimanche. Les Lions feront face à leurs voisins du Mali qui les avaient battus au tournoi de l'UFOA au Libéria en match de poule 3-1. L'objectif donc est de soulever ce trophée après 2 finales consécutives perdues. Pour Babacar Ndao Faye, journaliste sportif qui conseille les Lions d'y aller étape par étape avant donc de penser au trophée. Au programme du groupe A, Niger, Afrique du Sud donc ce samedi, Nigeria, Burundi et demain Sénégal, Mali et Burkina Faso, Ghana. Et puis toujours dans l'actualité sportive, championnat de football local, fin de la phase aller en Ligue 1 et Ligue 2 ce week-end. Ligue 1 d'abord, Génération Foot sur la 3e marche du podium au classement reçoit ce samedi à 16h au stade Djibi Diagne, l'AS Douane. Au même moment, au stade Amadou Barry, Niary Tally accueille Sonacos pour le choc de la lanterne rouge. Demain dimanche, le leader Pikine reçoit Mbour Petite Côte au stade Alassane Djigo à 17h. On a noté en cas de victoire, les Pikinois seront champions à mi-parcours. Teungueth FC au classement sera en déplacement au stade Amadou Barry contre Niambour. Dans les autres rencontres du dimanche, Dakar Sacré-Cœur reçoit Jaraaf à 16h au stade Léopold Sédar Senghor. Linguère sera en déplacement au Casa Sport à 16h30 et enfin au stade Caroline Faye, stade de Mbour reçoit Gorée. En Ligue 2, ce samedi, le leader Djambar sera en déplacement au stade Alassane Djigo face à Renaissance à 15h30. Toujours au stade Alassane Djigo à 17h45, Uzo reçoit Etix. Au stade Fodé Wade à 16h30, Keur Madior reçoit Port. Et enfin, au stade Massen Sène à 16h30, toujours, EJ Fatick reçoit Africa Promo Foot. Le lendemain, Guédiawaye FC, 2e au classement, à 1 point du leader, reçoit Yogo. Un relégable à 16h30 au stade Amadou Barry, stade Caroline Faye, 16h, Seneps reçoit Duc à 18h, Amitié reçoit Diamono Fatick. Mercato, parlons des Lions de la Teranga. Alar Daïs fustige le transfert de Idriss Gana Gueye. Effectivement, l'ancien entraîneur d'Everton, Sam Allardyce, n'a pas apprécié la tournure du dossier Gana Gueye au PSG. Pour lui, c'était l'occasion ou jamais de rejoindre un grand club. Il a d'ailleurs hâte de revoir comment
comment le Sénégalais va se comporter pour son retour. Un lion ne meurt jamais. La preuve, l'ancien joueur du Racing Club de Lens, Nguiran Ndao, était sans club depuis son départ du club sang et or en 2016. L'ancien international sénégalais vient de trouver un point de chute à l'AS Algrange, pensionnaire de Régional 3, la 8e division française à 35 ans. Et enfin, Wagué, dans le groupe de la Ligue 1 pour le FC Barcelone, le jeune arrière latéral sénégalais Moussa Wagué, recruté par le FC Barcelone après la Coupe du Monde, qui n'a toujours pas d'ailleurs disputé le moindre match avec l'équipe pro, est sur le point de rejoindre la liste des 25 joueurs retenus par Ernesto Valverde pour la deuxième partie de la Ligue des Champions. Coupe d'Asie, le Qatar remporte sa première coupe. Le Qatar a remporté vendredi à Abu Dhabi sa première compétition d'envergure, abattant le Japon 3-1 en finale de la Coupe d'Asie avec 19 buts marqués et un seul but encaissé en 7 rencontres. Les Qataris ont survolé le tournoi et lancent par la même occasion un message fort au monde entier à 3 ans et demi de sa Coupe du Monde à domicile. Quittons la pelouse Pape Malick Diaw pour parler de la balle orange. Youssoufa Dabo, présélectionné par le Sénégal, est toujours courtisé par Vincent Collet, sélectionneur des Bleus. En effet, jouera-t-il pas pour le Sénégal? C'est la question que se pose la famille du basket au Sénégal. Le présélectionné par le Sénégal pour le tournoi d'Abidjan qualificatif au Mondial 2019 en Chine, le pivot de Strasbourg n'a toujours pas tranché entre son pays d'origine et son pays adoptif. Vincent Collet, sélectionneur de l'équipe de France, ne conçoit pas que le jeune pivot de 24 ans puisse émerger pour les Lions. Voilà donc qui met fin à cette page sportive, amis. Merci beaucoup Pape Malick Diaw pour l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, à présent la dernière note de cette édition. GD16 vous offre la revue de presse. La revue de presse signée Ousmane Gueye. Le retour du grand opposant au pays natal, cette fois-ci, plus de doute, du moins si on se fie à la précision des confrères. Le Quotidien, Sud Quotidien, Libération, Enquête, Les Échos, tous n'ont qu'une seule date à la plume, le 7 février. Jeudi 7 février, Abdoulaye Wade va fouler le sol dakarois en pleine campagne électorale. De quoi donc galvaniser le candidat qu'il aura choisi de soutenir. Sauf que jusqu'ici, comme le relève Enquête, la consigne du pape du Sopi n'est pas encore tombée de Paris. Le suspense perdure, titre le journal, non seulement à propos du prédécesseur de Macky Sall, mais également à propos de Khalifa Sall et de Aïda Mbodj. Aïda Mbodj, dont la déclaration était pourtant attendue hier. Khalifa et Aïda, en prolongation, s'exclame Sud Quotidien en une ce matin. Sindiély Wade, elle, n'a pas attendu son père, elle repart comme elle était venue, c'est-à-dire en catimini, comme le mentionnent Les Échos. Par conséquent, elle n'assistera pas ou ne participera pas, selon le niveau d'implication à l'accueil réservé à l'ancien président de la République à Dias. Attendu à 15h à l'aéroport, Abdoulaye Wade aura droit à une communion avec les militants et populations, mais une fois à Dakar et sa banlieue. Le communiqué du PDS, repris par Les Échos, annonce que le libéral en chef passera notamment par Rufisque, Pikine, Guédiawaye avant de s'arrêter dans plusieurs communes de la ville de Dakar. Une fois au Bercail, l'ancien occupant du palais de la République va sûrement donner son ndigal. Suivra-t-il Babacar Gaye, qui s'était prononcé dans la presse d'hier pour Idrissa Seck ou Madi Kenya? Le choix de Wade aura-t-il son poids sur l'électorat, sur les 3 logiques électorales au soir du 24 février, comme les appelle Ali Khoudia Diaw dans sa chronique Eux et nous? La logique électorale politique avec Macky Sall, Idrissa Seck et Madi Kenya, la logique électorale aléatoire des grands ensembles plus favorables à l'opposition, et enfin la dernière, la logique électorale naturelle incarnée par Ousmane Sonko et Issa Sall. Sauf que le candidat du Parti de l'Unité du Rassemblement a fait une grosse glissade pour prendre Libération et qui pourrait peut-être semer la division ou le doute dans son camp. Cette glissade, comme l'appelle le journal, la voici: je n'ai pas de temps pour les enfants. Cheikh Mbacké Guissé de revenir dans Libération sur les coulisses. C'était, rapporte-t-il, lors de l'enregistrement d'une interview avec l'universitaire dans les locaux de la TFM. Un autre sujet traité par la presse de ce week-end, l'ouverture officielle du viaduc de Diamalaye, un tronçon de plus d'1 kilomètre réceptionné cette fois-ci par le Premier ministre. La photo de Mohamed Boun Abdallah Dionne aux côtés de l'ambassadeur de France et du ministre des Transports terrestres. La photo donc de Dionne coupant le ruban à la page 6 de Sud Quotidien. La mise en marche de ce tronçon met fin à plus d'1 an de calvaire pour les usagers. Note Libération, tandis que le quotidien constate que pour une fois, enfin par rapport aux autres jours, le gouvernement inaugure une infrastructure
infrastructures praticables. En sport, le choc modulo Eumeu à la une de Sunulamb. L'affiche est presque acquise, assure le patron de Hockey Africa TV. Est-ce l'enfant des Parcelles Assainies qui retarde l'accord pour avoir demandé un montant très élevé pour le cachet? Interrogé par les confrères, Moustapha Diop, le patron donc de Hockey Africa TV, qui ne veut frustrer personne visiblement, se contente d'affirmer que demander beaucoup n'a jamais été un péché. Mais si jamais ça a foiré, Balla Gaye 2 modulo serait le plan B. GD16 vous a offert la revue de presse. À 12h27, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Présidentielle du 24 février, démarrage à minuit de la campagne électorale, 21 jours pour convaincre les électeurs. Pendant ce temps, défilé des candidats à la RTS, ils sont déjà à pied d'œuvre pour la 11e élection depuis l'indépendance. Les enregistrements des premières déclarations ont démarré depuis 9h. Madické Niang, candidat de Madické 2019, le premier dans l'ordre de passage. Il a été suivi par le président sortant Macky Sall épuise la campagne électorale souvent émaillée de violence, d'où l'appel à la responsabilité de la classe politique, un sujet de Awa Diop. Ça sent le roussi à l'APR session Kaolack. Le maire de Ndiafat et des camarades de parti ne parlent plus le même langage. Les derniers nommés reprochent au premier magistrat de la commune de ne pas les impliquer dans la mise en place du comité électoral de Benno Bokk Yakaar. C'est officiel, Belgique va accueillir Laurent Gbagbo. L'ancien président de la Côte d'Ivoire a été libéré hier sous condition par la Cour pénale internationale. Pour plus de détails, vous avez écouté l'actualité internationale signé Bokar Alpha Khan. L'actualité sportive vous a été présentée par Pape Malik Diaw, une actualité dominée par le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Cet après-midi, première rencontre Niger-Afrique du Sud. La une des journaux passée en revue par Ousmane Gueye a mis un terme à cette édition. Présentation Aminata Ndong. Merci à Serine Saliou Dem pour la partie technique. Mohamed Kandi était à la réalisation. Excellente suite des programmes sur la 90.3. L'info en continu sur www.immedia.sn.